En 2006, j'avais pas sorti un album, mais malgré ça, j'existais. 2019, je sors mon 5e album. À la fin de 91, j'avais arrêté de parler. Salut Mika, on va rembobiner ta vie de 2023 à 1983. T'es prêt? Bien sûr. Reminder. 2023. Je termine un album en français pour la première fois et je sors un single qui s'appelle C'est la vie. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. 2022. J'ai peur de ne jamais pouvoir terminer l'album et de ne jamais pouvoir sortir un single qui s'appelle C'est la vie. Je veux tuer tous mes collaborateurs. 2021. En 2021, en fait, il se passe beaucoup de trucs très tristes. Et je perds ma mère, avec qui j'avais travaillé. Et bon, j'étais son fils, mais j'étais aussi son ami. Et on avait créé tout ça ensemble. Et en réponse à ça, je vois Paris qui est tout vide. La ville est complètement vide. Les pubs étaient anciennes et vieilles. Et donc, je dis, OK, pourquoi pas transformer tous les postes d'affichage, les colonnes Maurice, les bus stops, et les transformer dans une sorte de galerie d'art éphémère la plus grande du monde. Je fais une sélection de plein de différents artistes avec ma sœur Yasmine et Paloma, où on choisit des artistes qui utilisent Paris comme leur atelier et qui avaient passé le lockdown ici. Et on prend un espace, tous ces espaces qui sont très commerciaux et deviennent colorés uniquement pour l'art, sans rien à vendre. Et ça, c'était très beau à voir. 2020. Il y avait une explosion horrible dans le port de Beyrouth. Ce qui était incroyable, c'est que comment les artistes, les gens et tout le monde voulait aider. Donc, on a organisé un concert virtuel qui se passait autour du monde. Tout ça, ça nous a aidé à obtenir beaucoup de donations qu'on a pu donner la Croix-Rouge au Liban et aussi à Save the Children. Et c'était beaucoup plus qu'1 million d'euros. Le Liban, c'est un pays où j'ai jamais habité. J'étais né là-bas et on n'est pas resté très longtemps. Mais c'est comme si ça fait toujours partie de tout. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. 2019. 2019, je sors mon 5e album qui s'appelle My Name is Michael Holbrook. Et oui, parce que mon nom, c'est Michael Holbrook Penniman Jr. Ça, c'est mon vrai nom. Je suis américain et ça, c'est un nom très américain. 2018. Le top 14, mon premier Stade de France, un énorme show après le match de la finale et un énorme chœur avec des ailes et presque 650 lumières que j'avais installées pendant la nuit. Grosse prod, ils attendaient pas ça du tout. À la fin, ça valait la peine parce que c'était beau. 2017. Je présente mon émission en Italie qui s'appelle Casamica. Une émission que beaucoup de personnes en France veulent que j'amène ici, mais je pense que c'était un truc tellement surréaliste, tellement étrange, dans le bon sens du terme, que je sais pas si ça pourrait marcher ici. C'était vraiment une sorte de maison virtuelle où j'avais construit un sorte de décor très Tim Burton. Dans toutes les différentes parties de la maison, je commençais avec le petit déjeuner, je terminais dans le lit et je m'endormais. C'est comme ça que l'émission terminait chaque semaine. Et à chaque 2 secondes, il y avait des différentes personnes. Il y avait Sting qui sortait d'un gâteau, Monica Bellucci qui sortait d'un frigo. Si ma maison, dans la vraie vie, pourrait être un peu plus comme Casamica, je serais beaucoup plus heureux. 2016. Je suis à Miami en train de travailler. Je fais des voyages en Europe pour faire des différentes émissions, des concerts, des trucs comme ça. Je deviens totalement fixé sur cette idée de faire du sport. Donc je m'abonne à une salle de sport et je commence à bouffer tous les protein shakes et tout ça. Évidemment, ça n'a pas marché. J'étais juste extrêmement gonflé et je vous confirme que si vous mangez trop de protéines et faites trop de poids, vous allez finir gonflé. 2015. 2015, c'était la 2e année que je me suis associé avec une fondation qui s'appelle Imagine for Margot, qui cherche à aider avec la recherche pour les traitements de cancer spécifiquement pour les enfants. Et là, il y a des photos partout qui sont tout autour de la France, moi avec ces enfants. Les photos étaient prises par Peter Lindbergh. Il y a certains de ces enfants qui sont complètement guéris et ça, c'est la plus belle partie de l'histoire. J'ai pas d'enfant et quand je parle avec un enfant, je parle comme si c'était un adulte. 2014. Surréaliste, chaotique, drôle, et à la fois des moments de colère et de rage totale. Ça, c'est X Factor Italie en 2014. I wanna willy 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 willy. 2013. Un concert pour célébrer le mariage pour tous, qui vient d'être voté. C'est une cause qui était importante et qui est importante. Si un pays comme la France ne peut pas avancer et montrer que c'est possible et que l'amour, elle appartient à tout le monde, bon, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Hein. C'est important de défendre et de célébrer l'égalité en France
autant qu'ailleurs. 2012. The Origin of Love, un album que quand je l'ai présenté à la maison de disques, ils ont pas du tout compris. Électro-symphonique, ça c'était mon concept. À la fin, c'est un album que maintenant, que j'adore, franchement. Et je l'avais toujours aimé. Je l'ai fait avec Nick Littlemore de Empire of the Sun. Et sur cet album, il y avait Underwater, il y avait Origin of Love, il y avait Elle me dit. Il y avait aussi un duo avec une jeune fille que j'avais rencontrée sur Skype, qui avait des cheveux rouges, que j'avais mis sur un titre, et cette fille s'appelait Ariana Grande. 2010. 2010, je suis en tournée mais sans cesse. 2009, 2010, c'était quelque chose où ça s'arrêtait jamais. Je savais que je voulais prendre contrôle de ma vie. J'avais peur de ne plus retrouver la joie naïve dans tout ce que je faisais. Et quand on voyage autant et quand on fait tellement de concerts, ça risque de te rendre détaché de ta propre vie, de ta propre musique. 2008. En 2008, je gagne des awards. Et tous ces prix, ils sont cachés dans un sous-sol quelque part. Je ne sais même pas où. Et c'est mieux comme ça. 2007. Life in Cartoon Motion, un album qui était écrit dans ma chambre, dans le salon de ma mère, qui osait rêver en multicolore. Relax, take it easy. I could be down, I could be blue, I could be violence. The bass can lift you day, lift you day, lift you day. Et qui vend beaucoup. Et ça me déstabilise pas parce que c'était pas créé par quelqu'un d'autre. Ça, c'était rassurant. 2006. J'avais pas sorti un album, mais malgré ça, j'existais. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'un artiste, il existe seulement du moment où l'artiste commence à avoir du succès. Mais non, j'existais, je vous le confirme, je mangeais, j'allais aux toilettes. La vérité, c'est que tout ce que je fais, c'est très artisanal, dès le début. Donc 2006, j'étais vraiment dans la préparation. Je me souviens, on était en train de peindre, de dessiner, de faire des fringues, tout ça. 2005. Je suis en train d'enregistrer ce qui deviendra le premier album. 2004. Je suis en train de supplier les gens de croire en moi. 2002. En 2002, je suis à London School of Economics, oui, pour une journée. Et j'ai un sorte de breakdown, et je sais que si je reste dans la pièce après 16 heures, j'y étais depuis 10 heures du matin, j'avais dépensé 487 pounds sur tous mes bouquins. Je me souviens, il y avait un tapis bleu et des lumières dégueulasses et un professeur qui avait l'air comme s'il allait s'endormir. Et je me suis dit, si je reste là, je vais jamais faire de la musique. Et je dis que je vais aller aux toilettes, je laisse mes livres, je vais à la station métro et je vais directement au conservatoire de musique, le Royal College of Music, où j'attends et je supplie le patron, le Head of Music, Head of Vocal Studies pour la voix, de me donner une audition pour que je puisse avoir une place. Heureusement, ça a marché. 1995. Je vais à l'école la moitié du temps. L'autre moitié, je suis en train de faire des jingles pour les pubs. Je suis au West End en train de faire des comédies musicales et je suis aussi en train de chanter énormément de musique classique. 1992. En 92, j'arrête l'école parce que j'ai des problèmes de dyslexie. Et pendant 9 mois, ma mère, elle décide que je vais pas y aller, que j'allais apprendre une autre discipline. Et c'est là où je commence à apprendre la musique. Ça devient très intense, très vite. 6 mois plus tard, je suis en train de chanter à l'Opéra Royal. Ça a changé ma vie. Et après, je suis reparti à l'école. Mais les 6 mois où je suis pas allé à l'école, c'était très, très, très important. J'allais au parc. J'allais au parc, je chantais et je jouais le piano. Voilà. À la fin de 91, j'avais arrêté de parler. Et personne comprenait exactement ce qui se passait dans ma vie parce que je gardais tout secret. Et il faut pas garder des choses secrètes. Ça, je vous le garantis. 90, je suis à Londres. Londres est très, très, très différent que Londres que vous connaissez maintenant, croyez-moi. C'était très différent. 87, il y avait cette transition entre Paris et Londres. Pendant cette période, on arrive à Londres avec beaucoup de problèmes de famille. Mon père avait eu des problèmes avec son travail. Il était pris en otage pendant la première guerre du Golfe. Il est revenu et il a perdu son job.
Donc, on est arrivé à Londres d'une manière très turbulente. Là, on habite dans un hôtel et de temps en temps, ma mère, elle travaille dans la cuisine et nous, on commence à utiliser l'hôtel comme si c'était notre playground. Et je me souviens toujours, on se cachait là où il y a le tunnel pour les ascenseurs, on se cache au-dessus et chaque fois qu'il y avait des touristes, surtout des Américains, on faisait des bruits, on frappait sur le tunnel et commençait à hurler. Ils pensaient qu'il y avait des fantômes. On était devenus les fantômes de ce bed and breakfast à Londres qui s'appelait The Wilbraham Hotel. 1983. Nous sommes à Beyrouth. C'est cette ville qui reste belle et qui reste mythique malgré toute la souffrance et la turbulence de cette guerre qui est en guerre civile en full swing en 83. Et au milieu de tout ça, je suis né.